Donc Debra Garnick, cinéaste américaine, assez rare, qui fait pas énormément de films, qui n'en a fait que 4, dont 3 fictions. Son premier long métrage date de 2004, s'appelle Down to the Bone, et met en scène Vera Farmiga dans son premier rôle important, qui joue une mère de famille qui est addict à la drogue. Ensuite, elle a réalisé Winter's Bone, qui est un film qui a Jennifer Lawrence, qui est aussi dans son premier rôle important, qui joue une jeune femme qui doit s'occuper de sa famille en difficulté, qui part à la recherche de son père qui est absent et qui deal de la drogue. Ensuite, elle a réalisé un documentaire, Stray Dog, sur un vétéran du Vietnam qui fait des rassemblements de bikers aux États-Unis. Qui joue un petit rôle dans Winter's Bone déjà. C'est comme ça qu'elle l'a rencontré. Tout à fait. Et donc voilà, Leave No Trace, son 4e long métrage qui nous fait découvrir Thomasine McKenzie dans son premier grand rôle. Donc elle a, on va dire, une grande qualité de découvreuse, d'actrice absolument exceptionnelle, puisque Thomasine McKenzie, on l'a beaucoup revue plus tard. Vous l'avez peut-être vu par exemple dans Old de Shyamalan, dans Last Night in Soho d'Edgar Wright. Il y avait aussi le film ce drôle de film là sur Hitler en ami imaginaire. Là, ah oui, Jojo Rabbit. Ouais. Peut-être un peu moins réussi, mais elle a déjà une bonne palette. Ouais. Ouais. Et donc voilà, des films avec souvent une thématique sociale sur les États-Unis, notamment les États-Unis ruraux, et qui ont peut-être comme point commun la thématique du behaviorisme. Alors est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et comment ça s'incarne dans Leave No Trace? Oui, alors tout à l'heure je vous avais parlé de Jack London. En préambule, disons que le behaviorisme, c'est en tout cas en littérature, c'est aussi un concept de psychologie, etc. Mais en tout cas en littérature, oui, c'est cette littérature qu'on associe principalement à la littérature américaine, mais pas uniquement. On la trouve aussi dans la littérature française, mais c'est cette tendance en fait qui va refuser toute psychologie, en tout cas trop marquée, et qui va vraiment s'intéresser à comment un corps humain se débrouille dans une situation, dans un environnement donné, quoi. Et alors, encore une fois, je reviens à Jack London, parce que vraiment, je pense que c'est lui qui a posé les bases de ce style. Présente-le-nous, Jack London. Jack London, voilà, le grand auteur américain du 19e siècle, de la fin du 19e siècle, qui est mort au début du 20e. Et alors, tout le monde le connaît, évidemment, Cro-Blanc. Je pense que beaucoup de gens continuent de penser que c'est de l'associer uniquement à Cro-Blanc, à ses livres animaliers, à penser que ce sont des livres pour enfants, uniquement pour enfants. Alors ça peut l'être, mais c'est beaucoup plus que ça. Quand vous relisez Cro-Blanc, vous apercevez que c'est pas exactement ce qu'on estime aujourd'hui peut-être des romans jeunesse, c'est quand même des bouquins extrêmement noirs, mais c'est surtout un très grand auteur politique, qui avait un grand engagement socialiste, alors après qui était un mec troublé, hein, genre qui avait aussi des pensées qui le classaient très à droite de l'échiquier politique aujourd'hui. Il avait une pensée un peu nietzschéenne, parfois un peu limite, mais ça a surtout été aussi un homme très révolté, de gauche, et qui dans ses ouvrages s'intéressait vraiment à ça, à comment un personnage va se débrouiller dans une situation donnée, et vraiment de façon purement pratique. C'était, alors il a écrit énormément de nouvelles, de romans. Moi, pourquoi je vous parle de London, c'est que ce film me fait énormément penser à ce que je pense être peut-être un des textes les plus fondamentaux de la littérature américaine, qui s'appelle Construire un feu, et qui est, alors je dis que c'est un des textes les plus fondamentaux, de la littérature américaine, on va imaginer que ça va être un grand livre de 600 pages, une grande odyssée, absolument pas, c'est une nouvelle qui fait littéralement 25 pages. Et encore, ça dépend les éditions. C'est-à-dire que c'est 25 pages si vous l'avez en petit format. Si vous l'avez en format un peu plus grand folio, on doit être autour de 15 pages. Et tout est dans le titre. Construire un feu, c'est l'histoire d'un trappeur dans le Grand Nord canadien ou américain, et qui se retrouve dehors seul avec son chien pour aller d'un point A à un point B par moins 35, moins 40 degrés. Et toute la nouvelle, c'est un monologue intérieur du type, enfin un monologue, en tout cas c'est les pensées intérieures du type qui se dit: putain, moins 40, c'est dur là quand même. C'est dur, c'est légèrement dangereux, mais le type passe son temps à être très confiant, à se dire
j'ai des décennies de trappeur dans les pattes, je sais comment m'y prendre, n'importe qui d'autre dans cette situation serait en danger, mais moi je sais faire, j'ai un chien qui me permet de voir où mettre les pieds, s'il y a un gouffre sous la neige, etc. Et évidemment, tout ça va très mal tourner. Évidemment, il va avoir un petit problème qui paraît dérisoire en apparence, c'est-à-dire que son pied va traverser une toute petite couche de glace sous la neige qu'il a pas vu, que son chien n'a pas vu, que lui n'a pas vu. En fait, le chien est trop léger. Je crois que c'est ça la blague, c'est que le chien est trop léger, ça n'a pas fait craquer la glace, lui passe derrière, son pied traverse la glace. Et ça dépasse pas, je crois, qu'on appelle ça, la cheville, voilà, merci. Donc ça paraît rien, sauf qu'il fait moins 35, et que littéralement tout l'enjeu, ça c'est les 5 premières pages dans mon souvenir. Et les 20 pages qui suivent, c'est qu'est-ce que vous faites quand vous avez les pieds trempés par moins 35 degrés. Alors j'ai un scoop, si vous faites pas quelque chose, si vous construisez pas un feu très vite, vous êtes dans la merde, vous mourrez en fait. Et le type le sait, et qu'est-ce que ça veut dire construire un feu dans ces 20 pages? Ça veut dire trouver du bois sec, aller trouver du bois sec par moins 35 sous la neige, ça veut dire enlever ses gants pour allumer un feu. Sauf que allumer un feu par moins 35, avoir les mains à nu, à moins 35, moins 40, il faut se dépêcher. Et c'est ça pendant 20 minutes, pendant 20 pages de plus. Mais je ne vous en dis pas plus parce qu'il faut lire ça et découvrir où il amène ce texte. Mais voilà, je fais un long détour. Je pense que vous voyez où je veux en venir. C'est qu'on se retrouve plus de 100 ans après avec un film qui, je pense, obéit totalement à cette philosophie narrative, on va dire. C'est-à-dire, on va résumer le parcours des personnages à leur comportement. C'est ça, behaviorisme. Donc, dans le mot behaviorisme, il y a behavior, comportement, et en fait, on traduit ça en français, évidemment, par comportementalisme, le behaviorisme. Et donc, c'est comment des personnages se comportent dans un environnement donné. Et donc, la meilleure façon de voir ça, c'est le début du film, c'est construire un feu, ils le font, c'est comment on prépare de quoi faire chauffer des aliments, comment on tire le meilleur parti de son environnement. Et voilà, et donc c'est une sorte de narration à l'économie absolue, on n'est pas du tout dans quelque chose d'explicatif, on est juste dans l'observation. Et de cette épure narrative-là, va naître une vraie poésie. On va décentrer le regard, on va s'intéresser à des choses qu'on ne voit pas ou peu au cinéma, et il faut une vraie audace, je pense, pour proposer ça aujourd'hui, pour motiver le public à venir voir une histoire aussi comment dire, épurée, encore une fois. Et je pense que c'est ça qui fait la grande originalité du film, et qui irrigue toute sa narration. Et j'ai perdu mon idée, mais tu vas m'aider. Pas de souci. Justement, sur cette épure et ce minimalisme narratif, comme tu le disais aussi au début de la séance, cette capacité du film, ou cette volonté même du film d'éviter d'aller trop dans le drame, d'aller trop dans les conflits. On disait tout à l'heure, enfin entre nous, que par rapport à d'autres films qu'on pourrait qualifier de sociaux, typiquement les films de Ken Loach par exemple, dont d'ailleurs Debra Garnick, dont elle a parlé et qu'elle apprécie beaucoup, où on a vraiment un affrontement, notamment avec les services sociaux qui sont présentés comme relativement violents. Là, au contraire, on a une espèce de bienveillance assez généralisée des gens lorsqu'ils sont recueillis, on les met dans une maison, on prend soin d'eux, etc. Et il y a une forme de douceur et ça évite moi je suis scénariste, souvent dans les méthodes de scénario, on nous explique il faut du conflit. Il faut du conflit pour faire avancer la narration. Et là, évidemment, il y a du conflit intérieur, il y a des choses qui se jouent dans les non-dits entre les personnages, mais il n'y a pas d'affrontement vraiment de personne à personne, quoi. Ni de personne contre l'institution, ni même de personne contre la nature. On est vraiment dans quelque chose qui évite toutes ces choses-là, je trouve. Il y a quand même un petit conflit à un moment donné avec la nature, là, quand ils descendent du camion et qu'ils sont à 2 doigts, que ça tourne mal. Ça paraît étrange, on a du mal à imaginer qu'on puisse mourir de froid dans une forêt où il n'y a pas de neige. Enfin, voilà, elle est humide, elle est ce qu'on veut, mais d'un coup la gamine demande, elle fait on va pas mourir de froid là. Et le père évidemment flippe, mais oui, c'est vrai que c'est. En fait, moi je trouve que c'est ça qui est très beau. Il y a une sorte de nouvelle génération de réalisateurs en ce moment dans le cinéma américain qui tentent une sorte de décroissance, on parle beaucoup de décroissance ces derniers temps, mais de décroissance narrative. C'est-à-dire qu'ils vont refuser effectivement ces codes,
qui sont extrêmement étudiés, connus, ces codes narratifs qu'on apprend dans les manuels de scénario. Il faut qu'il y ait un premier acte, un deuxième acte, un troisième acte, avec des passages, des conflits, etc. Moi, là, ce qui me marque et ce qui me touche énormément dans ce film, c'est que, comme tu dis, voilà, on s'attend à tomber sur des institutions dures, violentes, coercitives. Alors, elles le sont, bien entendu, mais c'est la première fois depuis longtemps, moi, que je vois des services sociaux, effectivement, dépeints de façon... alors, je ne sais pas si c'est juste, mais en tout cas, on comprend leurs raisons. On ne les voit pas comme des ennemis. C'est-à-dire que, oui, c'est normal. Si vous tombez demain sur un père et sa fille, une gamine adolescente qui vivent dans les bois, ça semble normal qu'ils puissent avoir ce réflexe de se dire attends, on va se poser, on va essayer de comprendre c'est quoi cette relation que tu as avec ton père, et essayer de trouver une solution. Pour autant, il y a une sorte de compréhension mutuelle, quoi. Et ce que je trouve très fort, en fait, c'est ça, c'est que moi, c'est un film qui m'est resté depuis 2018, la première fois que je l'ai vu, où je me souviens d'un film où effectivement, Granick refuse le personnage qu'on va attendre. La première fois que je vois le film, en fait, moi je me suis souvenu, j'ai attendu tout le long qu'il y ait une scène de violence avec voilà, un trucker pas sympa qui va soit les tarter, soit essayer d'abuser de la fille. Enfin, on imagine le pire. Hein. En plus, elle est très maligne, Granick, parce qu'elle caste dans le rôle du père Ben Foster. Je ne sais pas si vous êtes familier avec cet acteur, c'est le genre de type, on sait qu'on l'a vu quelque part, mais on n'est jamais trop sûr où. Et Foster, en fait, est vraiment un excellent acteur américain et qui est spécialisé dans les rôles de névrotiques, de psychopathes. Il a un nombre de films de gangsters, de policiers ripoux assez dément. Et voilà, moi je vois ce film à l'époque, je me rappelle que j'en blaguais avec des potes. Enfin, j'étais là à faire ah super, on a Foster, on va encore avoir des scènes de psychose, etc. Et tout. Et rien de tout ça n'arrive. Rien de tout ça n'arrive. Elle refuse cette attente-là. On s'attend à ce qu'il y ait une embrouille avec la gamine adolescente parce qu'une adolescente va forcément péter un plomb à un moment donné contre son père. Ben non, elle refuse ça aussi, c'est pas nécessaire, il fonctionne pas comme ça. Et du coup, tout ça apporte quelque chose d'assez neuf, quoi, genre dans la narration. Et c'est là que je pense que est la radicalité, entre guillemets, la radicalité et l'audace du film, quoi. Et je pense que c'est ça qui fait que le film aujourd'hui marque encore ceux qui l'ont vu. On a quelqu'un parmi nous ici qui nous a dit l'avoir vu déjà 2 fois, donc c'est la 3e fois ce soir. Voilà, donc je pense que c'est un film auquel on revient, alors qu'il n'y a pas forcément de pic d'excitation dans le film, etc. Il y a une sorte de suivi du rythme de la vie comme il va, et qui est, je trouve, extrêmement émouvant, quoi. Elle va chercher la violence, elle va chercher l'émotion dans autre chose, dans cette fameuse dernière scène où il n'y a pas de dialogue. Elle règle cette scène, on en a vu plein de fois, des scènes de séparation de père et d'enfant, etc. Elle règle ça littéralement avec faut le faire quand même. faut être sûr de son coup, faut être sûr de ses acteurs, faut être sûr de son cadre. Et elle y arrive, parce que ce qui compte dans cette scène, c'est quoi? C'est que le père prend 5 secondes, enfin plus, mais prend 1 minute, 2 minutes pour regarder sa fille dans l'environnement dans lequel il lui a appris à se mouvoir, quoi. Et à partir de là, sa mission est faite, il peut s'en aller. Il mettra le reste de sa vie à s'en remettre, ça c'est sûr, mais ouais, non, elle est là, je pense, la vraie puissance de ce film, la vraie originalité. C'est-à-dire qu'elle refuse le coup de force permanent, et donc on est pris de court, finalement, étonnamment. Est-ce que vous avez ressenti ça? N'hésitez pas si vous avez des questions ou des remarques après le visionnage du film, mais on peut continuer. Alors, je sais que tu voulais nous parler de la question du classicisme. Donc voilà, explique-nous ce que c'est le classicisme, ce que ce n'est pas, et comment ça s'applique à ce film. Non, mais c'est-à-dire que oui, ça c'est ma marotte. Encore une fois, je trouve que ce film est l'incarnation une des plus belles incarnations de ce qu'est le classicisme, ou de ce que ça devrait être. C'est-à-dire que voilà, le terme de classicisme, il est maltraité, quoi. Le plus souvent, je pense que tout le monde connaît ça, vous allez voir un film, vous en sortez, et soit vous dites vous-même, soit vous entendez des gens vous le dire, ouais, il était bien le film, mais j'ai trouvé un peu classique, comme si c'était un problème. Sauf que non, le classicisme, c'est pas un souci. Généralement, les gens, quand ils disent ça, au fond d'eux, ce qu'ils veulent dire, c'est qu'ils trouvent le film un peu peut-être académique.
Et les gens font souvent ne font pas ce distinguo entre classicisme et académisme. Donc moi, si j'ai une mission ce soir, c'est que quand vous sortirez de cette salle, à partir d'aujourd'hui, vous penserez à ça, et quand vous direz qu'un film était bien, mais un peu chiant, un peu pas assez fou, pensez à dire académisme au lieu de classicisme, parce que le classicisme, oui, en fait, c'est une école, un style qui cherche à une sorte d'harmonie parfaite du décor, en cinéma en tout cas, harmonie parfaite du rythme, du montage. Un film classique, c'est un film dont on ne voit pas le montage, dont on ne voit pas les coutures. C'est les films de John Ford, en gros. On sait que c'est beau, mais on ne sait pas pourquoi. Tant qu'on ne s'est pas vraiment penché sur le film, qu'on ne l'a pas revu, interrogé, etc., on ne sait pas ce que c'est. Ça coule tout seul, parce qu'il y a une fluidité, voilà, de la fabrication, de l'écriture, voilà. Et ça s'oppose finalement à des films il ne s'agit pas de dire que le classicisme est mieux qu'autre chose, que le cinéma expérimental, etc. C'est juste deux choses différentes. Voilà, c'est deux écoles différentes. Simplement, les films, il y a des films qui vont chercher ostensiblement à faire, par exemple, des points de montage qui vont marquer l'œil, qui vont interroger le spectateur, qui d'un coup, on va se dire, tiens, pourquoi Eisenstein fait tel rapport dans son montage? Le cinéma classique, c'est un cinéma qui va... C'est une vraie ligne claire narrative. On parle de ligne claire en BD, il y a de ça, quoi. Mais simplement, c'est quelque chose d'extrêmement fragile, ténu. Moi, j'ai tendance à dire qu'en fait, le classicisme, c'est un idéal inatteignable. C'est-à-dire qu'à la seconde où le réalisateur sait ou pense qu'il fait du classicisme, il le perd, quoi. Il le perd tout de suite, parce que c'est très difficile quand on est cinéaste ou monteur de ne pas chercher par moment, oui, un petit point de montage qui va, la petite idée pas mal, qui va d'un coup interroger le spectateur, lui rappeler qu'il regarde un film. Donc, et ça arrive toujours dans ces films-là. Même là, il y a un ou deux plans dans le film où il y a des tentatives de raccord, mais c'est très court. Et j'espère que je suis clair, hein, parce que c'est quelque chose qui me travaille beaucoup, mais qui du coup est parfois balancé comme ça. Mais le classicisme, si vous voulez, j'ai une métaphore que j'utilise parfois pour essayer de le définir, c'est comme regarder les étoiles, si vous voulez. Quand on regarde une étoile la nuit, si vous la regardez plein pot de face, vous la voyez plus. À la seconde où vous faites ça, vous la voyez plus. Pour la voir mieux, il faut regarder un tout petit peu à côté, il faut faire un pas de côté, tac, et là vous voyez l'étoile. Et le classicisme, il y a de ça là-dedans. Et je trouve que le début du film exprime parfaitement ça. C'est-à-dire que la batterie de plans qui introduit le titre, on est sur quelque chose qui en apparence est purement illustratif. D'ailleurs, on a des plans de la forêt, de eux qui marchent, sauf que quand vous regardez, c'est des plans qui se marient parfaitement avec le sujet. C'est-à-dire que si vous vous souvenez, il y a deux plans aériens qui ont l'air d'être des plans faits au drone, des plans beaucoup plus au niveau du sol, des plans alors, qui sont en mouvement pour la plupart, puis soudain il y a des plans fixes qui filment des troncs d'arbres. Et en fait, en regardant l'autre jour, en revoyant le film, je me suis dit, mais en fait, c'est normal. C'est-à-dire que la caméra épouse tous les aspects de l'environnement dans lequel elle se meut. C'est-à-dire qu'elle vole comme un oiseau, elle rampe comme un insecte, elle est fixe comme un arbre, et au milieu de ça, il y a ces deux... et elle finit finalement par se mettre à hauteur d'homme, à hauteur des deux personnages qui se baladent dans la forêt, qui suivent un petit chemin qui est caché dans les hautes herbes, et littéralement la caméra fait tout ça, mais comme le dit le titre, en fait, elle ne laisse pas de traces, quoi. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte de la précision finalement de ces plans-là, qui disent quelque chose. C'est pas juste on vous montre un plan général de la forêt pour vous dire que ça se passe dans une forêt, c'est on vous montre à quoi ressemble le rythme organique d'une forêt. Encore une fois, il y a des choses qui volent, il y a des choses qui rampent, il y a des choses qui marchent, et voilà, c'est peut-être moi qui fais un peu une forme de, comment dire, je pars peut-être un peu trop dans la théorie, mais je pense vraiment qu'il y a quelque chose de même inconscient de la part de Granick derrière pour montrer que le classicisme, c'est se fondre totalement, c'est se camoufler, comme ils font pendant le début du film, à se camoufler dans les hautes herbes et tout, c'est se camoufler dans son sujet pour, voilà, finalement, se mouvoir dedans et en tirer la substantifique morale. J'espère que c'est clair et que je ne suis pas complètement parti en vrille. Et par rapport au titre, donc Leave No Trace, ne pas laisser de traces, on a découvert juste tout à l'heure que en fait, ça fait référence à un programme aux États-Unis qui vise à enseigner aux gens qui voudraient se rendre dans des réserves naturelles, des grands parcs nationaux, etc., comment le faire sans abîmer leur environnement. Donc,
le programme Centras, je crois qu'on dit en français, parce que ça existe aussi dans d'autres pays. Donc le fait de ne pas comment dire, abîmer là où on vit et là où on évolue. Et ça s'applique aussi à la manière dont la caméra filme tout ça, je trouve. C'est laisser l'herbe se refermer sur son passage. Après, vous avez vu dans le générique que le film est tiré d'un roman. Alors qu'il y a un roman qui part d'un fait divers réel, qui part effectivement d'un père et de sa fille qui ont été spotés, enfin ont été repérés il y a quelques années dans cette région et qui vivaient en autarcie complète avec le père qui avait éduqué sa gamine. Simplement, le bouquin est devenu un roman parce que l'auteur a dû remplir des trous, puisque une fois qu'ils ont été repérés, on a essayé de les recaser avec les services sociaux, sauf que ces 2 personnes ont disparu, un peu comme eux finalement, et l'auteur du coup a rempli les trous, et une des différences majeures de l'adaptation comme a fait Granick, c'est que visiblement dans le bouquin, à la fin, le père mourait. Donc là encore, on en revient à cette idée de refus de Granick, d'une forme de sensationnel, parce qu'effectivement on l'attend, on la craint, la mort du père, on la frôle, et finalement elle refuse, là aussi. Donc encore une fois, il y a cette grande harmonie, puis c'est un film apaisé finalement, c'est un film qui refuse ça, et qu'on retrouve dans son choix d'adaptation, je trouve assez, encore une fois, en fait, il faut une vraie audace, je pense, pour arriver à refuser ce genre de pivot narratif. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions sur le film, sur ce qu'on vient de dire? Quand je t'ai invité à présenter la séance, tu m'as dit que le film était entre Kelly Reichardt. Alors, on va d'abord faire le point Kelly Reichardt. Donc, Kelly Reichardt, c'est une grande cinéaste américaine, voilà, que vous connaissez sûrement. Vous avez peut-être vu First Cow, vous avez peut-être vu Certaines femmes, All Joy, Wendy et Lucy. All Joy qu'on avait passé il y a quelques années au Ciné-Club Couleur de la Toile, qui pour le coup, c'est peut-être ta référence principale quand tu dis que ça ressemble à Kelly Reichardt. C'est ça, c'est l'importance de la marche, de l'environnement dans lequel on se meut, etc. L'affiche ressemble énormément à celle de Leave No Trace. Ça se passe dans une forêt, alors je ne sais plus dans quelle région c'est, mais enfin c'est ce genre de forêt comme ça, très humide, américaine. Mais oui, en blaguant, je disais que c'était le croisement inattendu entre Kelly Reichardt et The Last of Us. Donc le jeu vidéo qui est devenu une série post-apocalyptique avec un homme et une jeune femme qui n'est pas sa fille, mais où ils finissent par créer un lien filial au fur et à mesure de leur pérégrination, où ils doivent... Enfin, je vous passe les détails de l'histoire, on est sur vraiment du post-apo avec des histoires de zombies, mais je fais la blague à moitié, c'est une blague seulement à moitié, parce que moi je me souviens quand j'ai découvert Leave No Trace, je savais de quoi parlait le film, donc je savais, mais je me suis dit devant les premières images, si je débarque dans la salle sans savoir de quoi il s'agit, ça pourrait être un film post-apo. On ne sait pas ce qui se passe. Enfin, moi au début j'étais là à me dire, attends, c'est juste des randonneurs un peu excentriques qui veulent vivre pendant 2 jours comme des trappeurs, ou est-ce que, j'en sais rien, il y a peut-être eu une pandémie, vous voyez. Ils sont repartis dans les bois, et du coup, oui, voilà, c'est ça, c'est que je trouve que le film aussi là-dessus est assez surprenant. Il va emprunter à une imagerie qui est énormément liée à des récits un peu post-apo. Ça peut faire penser aussi à La Route, le roman de Cormac McCarthy, qui ensuite a été adapté au cinéma avec Viggo Mortensen, où on a cette image, on va dire, canonique d'un père emmitouflé dans une grosse parka et son gamin à côté, et qui marche le long d'un pays dévasté. Alors là, le pays, l'Amérique qu'on voit, elle n'est pas tout à fait dévastée, mais quand même, on sent qu'elle est brinque-ballante, quoi. Genre tout le monde est un peu cabossé, surtout à la fin, avec l'apparition de cette communauté assez utopique. Et du coup, oui, voilà, c'était une blague qui n'en était pas vraiment une, parce que encore une fois, c'est sûr, je pense que là pour le coup, c'est sûr que Granick doit bien connaître le travail de Kelly Reichardt. Je me demande si elles se connaissent pas. Ça pour le coup, j'ai pas trouvé de traces dans ces interviews, mais ce serait intéressant, ouais, parce que on retrouve chez Reichardt le même rapport
à la nature, au temps qui passe, à l'importance des saisons, de la matérialité de l'environnement. Enfin, c'est des films dont on ressort mouillé, quoi. On sent l'humidité, quoi, de ces films-là, quoi. Et après, Ray Card, elle, dans First Cow, par exemple, son dernier film, enfin son avant-dernier film, parce que le dernier sort bientôt, mais elle, pour le coup, elle ose pas refuser totalement le spectaculaire. Il y a des vraies oppositions, il y a de la vraie tension, il y a du suspense dans son film, il y a des moments violents, etc. Donc c'est vrai que voilà, c'est encore une fois la preuve que Granick est moins connu, moins reconnu aussi, mais tout aussi importante, je pense, que Ray Card, qui aujourd'hui représente un peu cette nouvelle vague. Après, elle me fait aussi penser d'une certaine façon, Granick, à Chloé Zhao. Oui. Voilà. C'est ça. Et Nomadland. notamment dans la montée en puissance, on va dire, de sa carrière. C'est-à-dire qu'elles sont. Ouais, en plus, les deux ont commencé un peu à bosser en même temps. Et Chloé Zhao, donc, qui est une réalisatrice sino-américaine, et qui, sur ses deux premiers films en particulier, s'est intéressée à la vie des natives américains, en l'occurrence des Lakota, si je me souviens bien. Dans ses deux premiers films, elle a posé sa caméra dans la réserve indienne de Pine Ridge, dans le Dakota. Et son premier film, voilà, est un petit film indépendant sur un gamin, ça s'appelle Les chansons que mes frères m'ont apprises, sur un gamin qui veut faire du cheval, vivre selon les rites de sa tribu, et c'est compliqué dans l'Amérique moderne, a fortiori dans cette réserve où il y a des taux de chômage, d'alcoolisme, pardon, de suicide absolument effrayants. Et donc le film était magnifique, mais on sentait voilà, qu'elle n'avait pas forcément tous les moyens dont elle pouvait disposer. Et le deuxième, c'est The Rider, et là d'un coup, elle passe encore un cap, on reste dans cette réserve, mais là encore, on est à nouveau dans ce classicisme extrêmement précis, épuré, avec une reprise, on va dire, des codes visuels du western, mais pour en faire totalement autre chose. Et vraiment, je trouve que ces deux femmes réalisatrices ont suivi un peu ce même chemin au début, parce que depuis, Chloé Zhao a décidé a continué à monter en puissance jusqu'à aller se jeter dans les bras de Marvel pour faire totalement autre chose. J'espère qu'elle en reviendra, parce que voilà, c'était le film en question. C'était bien. Bon, bah, tant mieux. Enfin, je l'ai pas détesté, mais disons que j'ai pas vraiment vu la valeur ajoutée qu'elle pouvait y apporter. Et pourtant, elle disait à l'époque de The Rider, je n'irai là-bas que si je peux apporter quelque chose. Bon, écoutez, on verra. Hein, mais Marvel a des drôles de tentent des trucs bizarres de temps en temps. Ils avaient proposé à Lucrecia Martel de réaliser cinéaste argentine dont on avait passé un film aussi de couleur de la toile, voilà. La femme sans tête. Et dans le genre cinéaste, voilà, oui. d'auteur avec des partis pris très forts, et il voulait lui faire Black Widow. Et elle avait signé, elle était d'accord, et puis jusqu'au jour où elle a dit bon, et comment ça se passe pour les scènes d'action? Et Marvel lui a dit non, mais t'inquiète pas, pour les scènes d'action, c'est pas toi qui t'en occuperas. Elle a fait ok, allez vous faire foutre. Moi, si je suis là pour faire un film Marvel, c'est aussi pour me confronter à ça. Donc je suis pas juste là pour faire les scènes de dialogue, etc. Donc elle a eu ce courage-là de se barrer. Mais c'est vrai que j'espère que Chloé Zhao reviendra à ses racines, parce que alors dans l'interview que Granick avait donné à Positif à l'époque de la sortie, elle racontait que Thomasine McKenzie, l'actrice, lui avait dit, quand le film avait commencé à tourner à Cannes et tout, elle lui avait dit mais tu devrais faire un Marvel. Et elle lui avait dit ça va être compliqué ma chérie, parce que là en fait moi j'ai besoin de réalité, j'ai besoin de voir des vrais visages, des vrais corps, un vrai environnement encore une fois, et de pas tourner sur fond vert, même si finalement elle tourne sur fond vert dans ce film-là. Excusez-moi, c'est venu tout seul, pardon. C'est très mauvais. Et il y a un autre film auquel ça fait penser, vous le connaissez peut-être, c'est Captain Fantastic de Matt Ross, qui est sorti 2 ans avant Leave No Trace, qui était sur un père, donc joué par Viggo Mortensen, si je dis pas de bêtises, qui élevait avec sa femme leurs 4 enfants dans la nature. 6 enfants, merci beaucoup, je l'ai pas revu depuis longtemps. Dans la nature, et qui était au moment de la mort de la mère obligé de revenir à la civilisation, parce qu'on leur disait que c'était pas possible d'élever, on lui disait que c'était pas possible d'élever ses 6 enfants au milieu de la
nature. Donc il y a ce truc, ce rapport entre la nature et la civilisation, c'est quand même des thématiques qui reviennent beaucoup dans le cinéma américain, qui ramènent au western aussi. Bien sûr. Qui ramène au western, mais qui ramène aussi, encore une fois, de la littérature, c'est-à-dire qu'il y a l'ombre de Thoreau, Emerson, on est quand même... En fait, moi, c'est ça aussi que je trouve très beau dans le film, c'est que il a besoin de très peu de dialogue pour parfois faire passer des idées, mais assez profondes, en fait, quand on y pense, c'est-à-dire que, et encore une fois, là, pour le coup, des idées qui sont peut-être plus liées à Emerson, Thoreau que Jack London ou d'autres. Moi, il y a une scène que j'aime beaucoup, c'est quand il se décide au début du film à aller à Portland pour faire quelques courses. Ils sont sur un sentier comme ça, et puis Tom voit un petit collier. Et vous vous souvenez, hein, vous venez de le voir. Et donc elle dit, est-ce que s'il est encore là quand on repasse, est-ce que je peux le prendre? Et j'adore la réponse du père en VO. Il lui répond pas seulement oui, ok, il lui dit it's fair. C'est fair, c'est juste, c'est une bonne chose, c'est une bonne. Et rien que ça, cette petite réponse, je trouve que ça pose l'air de rien une question hyper forte, c'est qu'on voit un père qui. C'est aussi un film sur l'apprentissage d'une forme d'éthique aussi, quoi. Qu'est-ce que c'est que de faire quelque chose de juste. Et d'ailleurs, elle essaie de planquer, elle essaie de tricher, quoi. Il lui fait non, tu le remets là, quoi. Et plus loin dans la scène, enfin, une fois qu'ils sont à Portland, je crois que si je me souviens bien, ils font les courses. Et elle lui dit, je sais plus quoi, elle lui montre un truc, je crois que c'est une barre chocolatée, elle lui dit envie ou besoin. Et lui qui fait les deux. Et rien que cette question-là aussi, c'est l'air de rien, c'est un peu vertigineux. On voit un père qui a discuté avec sa fille de, je sais pas, une sorte de combat entre la nature et culture, quoi. C'est lutter contre. Enfin voilà, c'est aussi apprendre à gérer ses instincts, etc. Et ça, c'est des questions qui innervent la culture américaine depuis toujours, parce que ce rapport à la nature qu'il a fallu dompter, conquérir, etc. Et ça passe par encore une fois, c'est comme je disais, à la fin, elle règle un conflit énorme qui est la séparation d'un parent avec son enfant par juste le petit bruit de bouche et un dialogue. Je sais que tu resterais si tu pouvais. Voilà. Dans n'importe quel autre film, on aurait eu une longue et sûrement formidable d'ailleurs scène de dialogue. Maintenant, c'est pas toi, c'est moi, etc. C'est toi qui raccroche. Mais voilà. Et pour arriver à cette épure-là, je pense quand même qu'il faut un sacré bagage, quoi. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est pour en revenir au behaviorisme, c'est qu'on a replacé la carrière de Granik tout à l'heure, et on a oublié de dire un truc, c'est qu'elle a fait des études de sciences politiques, etc. Donc on sent que de toute façon, elle a un vrai bagage intellectuel, politique derrière elle. Mais pendant ces années d'études, elle a fait des films, des petits courts-métrages, et c'est pas anodin, elle a fait des films éducatifs pour des syndicats. Elle était chargée en fait de faire des films pour sensibiliser les membres des syndicats, les travailleurs, aux risques du travail, aux accidents du travail. Donc encore une fois, l'importance, ça veut dire que j'ai pas vu les films, hein, mais ça veut dire que elle s'est tout de suite intéressée à la précision des gestes, à quels sont les gestes qu'il faut faire pour ne pas soit se blesser, soit pire, soit mourir. Et voilà, encore une fois, il y a une sorte, on dirait, de cohérence. Il faudrait pouvoir mettre la main sur ces films, ce serait intéressant. Mais voilà, je pense qu'il n'y a pas de hasard, évidemment, si on arrive là, quoi. C'est cohérent tout ça. Ah, c'est assez cohérent quand même, ouais. Quelqu'un veut rajouter quelque chose ? Et toi, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Juste on cherche un peu à voir dans quel comment dire, pardon, dans quel contexte elle se place. En fait, je pense qu'elle peut aussi faire penser, même si c'est moins lyrique, c'est moins mystique, etc. Mais on sent qu'il y a peut-être une petite parenté pas loin avec Malick. Ouais, moi je trouve qu'au début on y pense. La manière dont la caméra s'approche des personnages et tout. Ouais. Et d'ailleurs, Chloé Zhao c'est pareil, hein, dans ses deux premiers films, il y a ce lien comme ça, cette importance du lien avec la nature. Moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup au tout début du film, c'est pas grand chose, hein, c'est juste avant que les plans n'arrivent, ça commence écran noir, avec les crédits qui s'affichent à l'écran, et c'est juste ce petit détail de faire entendre les bruits de la nature, pour commencer. De juste de faire écouter ce que c'est que des feuilles qui bougent, des insectes qui font des petits bruits de claquements, des oiseaux au loin et tout. Ça, l'air de rien, moi ça me rappelle le générique de fin
si je me souviens bien, ouais, c'est le générique de fin du Nouveau Monde, par exemple, de Malik, qui n'est que des bruits de nature. Ça se termine comme ça, on a des plans sur des cartes anciennes qui montrent l'Amérique des premiers temps, mais il n'y a pas de musique. En tout cas, il y en a peut-être au tout début, mais après, la musique s'efface et on n'entend que les bruits de la nature, comme ça, qui viennent. Et je dois dire que j'aime beaucoup moi, les films qui commencent comme ça. Il y en a quelques-uns ces dernières années qui ont tenté ça. Je sais plus, j'ai souvenir de Ni le ciel ni la terre de Clément Cogitor, qui commençait, qui se passe en Afghanistan, rien à voir avec tout ça. Hein. On est sur un film de guerre fantastique et tout, mais ça commence avec juste le bruit d'un orage qui vient. Le fils de Saul dans un autre genre commence comme ça. Ouais. Commence comme ça avec juste les bruits de la nature et qui va être ensuite tranché par un sifflet très humain qui déclenche les atrocités nazies, etc. Mais ces films-là qui prennent ce temps-là de poser de façon sonore l'environnement, je trouve que il y a quelque chose de très beau, de très organique et qui peut, en tout cas là, ici, créer une sorte de parenté avec Terrence Malick, qui reste le très grand cinéaste de la nature et de ce rapport idyllique, rêvé, fantasmé de l'homme américain avec la nature, même si au fond il pourra jamais l'être. Encore une fois, très vite dans le film, là, la société revient à rappeler que l'homme américain a avant tout des problèmes avec la nature plus qu'une osmose qui n'a fondamentalement sûrement jamais existé, même à l'époque des Premières Nations. Oui, dans le film, la première fois qu'on voit arriver d'autres personnages que les deux principaux, c'est des tronçonneuses. Ça, donc on est directement dans la destruction. Ouais, c'est des tronçonneuses. Et puis même, ouais, c'est vrai qu'elle a des idées de plans magnifiques. Hein, genre quand les services sociaux arrivent et qu'elle embarque le père et tout, et qu'il y a ce plan très composé. Alors là, typiquement, on est sur un plan qui rompt un tout petit peu le classicisme dont je parlais, parce que là, c'est un plan dont on se souvient. C'est l'énorme tronc de je ne sais pas quelle espèce d'arbre, avec la petite tome en haut de la pente et tout, et de l'autre côté du tronc, il y a la fille des services sociaux, et il y a une barrière entre les deux, quoi. Genre, il y a ce truc, là, pour le coup, assez violent entre les deux, quoi, mais c'est un plan voilà, qui est très composé, ouais, c'est presque un tableau, hein, genre, et on le remarque, il sort du lot, d'un coup on se dit, ah tiens, là, elle a tenté un truc, elle essaie de nous dire quelque chose de plus marqué que le reste à travers ce plan-là. Et encore une fois, on en revient à cette idée que le classicisme échappe dès qu'on essaie de l'attraper, quoi. Je suis encore revenu à mon histoire de classicisme. Comme ça, on aura retenu au moins. Simplement pour dire qu'on espère que Debra Granik va refaire d'autres films. En moyenne, elle en fait un entre 6 ans ou 8 ans. Donc là, celui-là 2018, peut-être que l'année prochaine. Peut-être que l'année prochaine, elle reviendra, on espère, et sinon il faudra attendre 2 ans de plus. Apparemment, elle avait un projet de film sur les working poor, donc les pauvres qui travaillent aux États-Unis, donc toujours thématique sociale qui lui est chère, donc voilà. Oui, c'est pas pour Marvel qu'elle va faire ça, voilà. Elle s'y tient, elle tient bon. Merci beaucoup, bonne soirée.